Et jusqu'au coucher du soleil et des températures exceptionnelles avec des maximales de l'ordre de 29 à 31 degrés. Il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20, l'information régionale suivie de l'édition nationale. Dans les Alpes, la situation se corse au tunnel du Chambon. La montagne a commencé à s'effondrer, endommageant davantage le tunnel. Le chantier a été suspendu et le trafic des navettes sur le lac a été interrompu. Nous serons en direct dans quelques instants. Inauguration en grande pompe ce matin du nouveau téléphérique de Courmayeur en présidence du président du Conseil italien, Matteo Renzi. Le Skyway ultramoderne va relier la station chic à la pointe Elbronner avec une vue imprenable sur le Mont Blanc. Le Mont Blanc que de jeunes Burkinabés ont vu de près pour la première fois dans le cadre d'un échange scolaire avec une classe de Frangy en Haute-Savoie. Ils ont emprunté le téléphérique de l'Aiguille du Midi, grands yeux écarquillés devant le panorama grandiose à voir dans la chronique Entre nous. Deux grands titres au sommaire de l'édition nationale, présentés ce soir par Carole Gester à 19h30. Une enquête a été ouverte après la découverte d'un agneau génétiquement modifié dans la chaîne alimentaire. Sans doute la conséquence d'un dysfonctionnement au sein de l'INRA. Il n'y aurait aucun risque pour la santé des consommateurs. Et puis, accueillir les JO en 2024, Paris veut y croire et vient de lancer sa candidature en présence de nombreux champions. Après 3 échecs, la capitale a 2 ans pour convaincre que son projet est meilleur que ceux de Rome, Hambourg, Boston et Budapest. La montagne commence donc à s'effondrer au tunnel du Chambon. Le glissement s'est accéléré aujourd'hui. Des blocs rocheux ont endommagé le tunnel en chantier qui a été interrompu, tout comme le trafic des navettes fluviales. Joël Serroni, Dominique Bourget. Des roches qui se décrochent et qui tombent à l'intérieur du tunnel. Des capteurs qui enregistrent un mouvement en accélération de la zone instable. Il est 11h30 ce matin. La situation est préoccupante et les mesures ne se font pas attendre. Les équipes qui travaillent dans le tunnel sont évacuées, le chantier est arrêté. Dans le même temps, les navettes ne sont plus autorisées à naviguer. Trop dangereux en cas d'effondrement dans le lac. Idem pour les sentiers de randonnée sur l'autre rive, que les habitants de la Grave connaissent pourtant bien. On n'a plus de bateau, on ne peut pas prendre, le chemin est bloqué aussi. On va devoir faire 45 minutes de marche minimum pour arriver jusqu'à notre voiture qui est de l'autre côté de l'embarcadère, qui passe par-dessus la montagne qui risque de s'écrouler. Donc on ne comprend pas trop pourquoi on peut passer de ce côté et pas de l'autre. Pour ces cyclotouristes, l'étape s'arrête ici. Ils devront emprunter un chemin de montagne pour rejoindre leur véhicule. Comme la navette a été suspendue suite à l'éboulement, ils sont à pied. Donc la police municipale de Mont-Blanc les emmène aux Zem et ils vont finir 40 minutes à pied pour retrouver leur voiture de l'autre côté du lac. Tout simplement. Ils ont eu de la chance. Le temps passant, il devient urgent d'organiser le retour de la centaine de hauts-alpins qui quittent le travail aux Deux Alpes. Les maires de Misoing, du Fresnay et de Mont-de-Lan réquisitionnent le bus scolaire qui les acheminera au point de départ du chemin. Suivront 40 minutes de marche en montagne pour ces naufragés de la navette qui pourront rester sur place s'ils le souhaitent. On prévoit aussi tous ensemble, s'il faut loger du monde, on logera du monde, parce que l'objectif est aujourd'hui de ne pas laisser quelqu'un sur le bord de la route. 18h, la nouvelle est confirmée, il n'y aura pas de navette lacustre ce soir ni demain matin. Pour les habitants de la Grave, la galère continue. Voilà pour ce reportage de Joël Serroni que nous retrouvons en direct de Mont-de-Lan. C'est sur la route des Deux Alpes. Bonsoir Joël, la situation est de plus en plus tendue et bloquée apparemment. Bloqué, on a ici comme un sentiment de retour à la case départ, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de navette lacustre, effectivement. Il y a toujours les sentiers en montagne que l'on empruntait au début lors des premiers éboulements. Mais si on arrive à gérer le quotidien, on va dire on se débrouille sur le quotidien, on a un petit peu plus d'inquiétude ici sur l'avenir et sur les travaux qui s'arrêtent dans le tunnel. C'est surtout l'arrêt de ce chantier qui préoccupe les populations ici et ces questions qui se posent autour de la date de réouverture, la possible réouverture, voire jamais de réouverture. C'est aussi évoqué très souvent ici. Donc si on arrive à gérer le quotidien ici, on a du mal un petit peu à imaginer quel sera l'avenir de cette vallée de la Romanche et les solutions pérennes qui pourraient régler la situation. Merci Joël Serroni. Je vous propose maintenant d'entendre Jean-Pierre Barbier, président du conseil départemental de l'Isère, qui sort tout juste d'une réunion de crise. On l'écoute.
Les géologues nous disent que ça va tomber. La grosse difficulté que nous avons, c'est que les signes précurseurs qu'on enregistre aujourd'hui peuvent annoncer le glissement de manière très rapide, mais nous n'avons bien évidemment aucune certitude sur le moment où ceci se produira. Maintenant, ce qu'il faut souhaiter, c'est que le glissement se produise le plus rapidement possible, et puis ensuite, on reprendra les navettes une fois que la zone aura été sécurisée. Tant que le glissement n'a pas eu lieu, mais je dis bien, pour le moment, nous sommes dans la précaution. Nous attendons l'avis des services de l'État. Nous travaillons en lien permanent avec les services de la préfecture et de la sécurité civile pour savoir ce qu'il sera nécessaire de faire. Voilà, et cette accélération de l'effondrement de la montagne intervient au lendemain d'une réunion publique qui s'est tenue hier soir à la mairie du Fresnay-d'Oisans. EDF a tenu à rassurer les habitants de la vallée sur la solidité du barrage du Chambon, au cas où la montagne glisserait dans le lac. Un discours et des prévisions qui ont eu du mal à convaincre les riverains. Céline Aubert, Franck Serroni et Nathalie Rapuc. Est-ce qu'il y a d'autres experts qui travaillent à côté sur le même sujet? Quelques heures avant que la montagne ne commence à s'effondrer, réunion à la mairie du Fresnay. EDF rassure, il n'y aura pas de vague de 100 mètres de haut, encore moins de tsunami. En cas d'effondrement total dans le lac, c'est une onde de 1 à 3 mètres maximum qui viendrait cogner contre le barrage. Presque une promesse, mais elle n'a pas convaincu. Jamais un expert géologue en géologie n'est venu. C'est toujours des « on nous rapporte que les géologues disent que ». Mais entre quatre yeux, jamais on a vu quelqu'un. Et ils ne savent pas plus que nous. Le barrage du Chambon, un géant de béton tendu entre le massif des Deux Alpes et la vallée du Ferrand. 80 ans qu'il surplombe la petite commune du Fresnay. Pendant 3 ans, il a été renforcé pour résister aux plus forts séismes. Que ça pose des interrogations, c'est bien légitime, et en répondant positivement à la demande de monsieur le maire du Fresnay-d'Oisans de venir à cette réunion, c'était aussi pour apporter des éléments de réponse. Et j'espère que les gens ont eu les éléments de réponse qu'ils attendaient. Chaque jour, elle s'affaissait un peu plus la montagne que traverse le tunnel du Chambon. Vendredi, le président du conseil départemental a lâché l'information de 150 000 tonnes de terre pourraient s'effondrer dans le lac. Au Fresnay, l'angoisse est montée brusquement. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de faire de telles déclarations sans en informer déjà les personnes qui en sont impactées et puis annoncer des chiffres tels qu'ils ont été annoncés. C'était terrorisant pour les gens, le téléphone n'a pas arrêté de sonner en se disant qu'est-ce qu'on fait, on va chercher les enfants. Donc oui, ce dernier vendredi en question a été très très dur. L'affaissement de la montagne, c'est le rebondissement de trop pour ces riverains coupés du monde. Une épée de Damoclès suspendue au-dessus d'un quotidien déjà tourmenté, car pour les habitants de l'Oisans, la situation dans la vallée ne cesse d'empirer. Il faut donc s'attendre à une situation durable et un chantier au long cours, avec un quotidien perturbé pour toute une population qui va devoir utiliser des déviations pour se rendre à la Grave et la vallée de la Romanche. Parmi ces déviations, la route du col du Lotaré, du col du Galibier, Bernard Portugal et Bernard Tang. La départementale 902 entre Saint-Michel-de-Maurienne, la station de Valloire et le col du Galibier. Cette route de montagne est l'une des 3 voies d'accès que doivent emprunter désormais les usagers pour se rendre à Villard-d'Arène ou à la Grave. Un détour de plusieurs dizaines de kilomètres pour les voitures, les camping-cars ou les motos. Ces 2 motards, de retour d'Italie et qui doivent remonter sur Paris, en ont fait les frais. On s'est dit peut-être qu'il y aurait la possibilité de passer, donc on a quand même été jusqu'au bout, voir s'il y avait de la place, enfin si la route était quand même ouverte. Malheureusement c'était fermé, du coup on a dû faire un bon détour de 20 km pour revenir jusqu'au col de Taré, puis passer par le col du Galibier, donc c'était pas tellement prévu, mais bon. D'un autre côté, étant en voyage, on a pu profiter aussi du col du Galibier qui était vraiment très agréable. Mais bon, pour ceux qui sont là tous les jours, ça doit être pas très agréable. Depuis la fermeture du tunnel du Chambon, 2 autres itinéraires de déviation sont possibles. Le rouge, qui passe par le tunnel du Fréjus et le mont Genèvre, et le bleu, qui oblige quant à lui à passer par Gap, la route Napoléon et le col Bayard. Dans tous les cas, un parcours d'1h30 à 2h. Autre conséquence, le tracé de la 19e étape du Tour de France cycliste entre Modane-Val-Fréjus et l'Alpe d'Huez risque fort d'être modifié. Les coureurs pourraient ne pas emprunter le col du Galibier comme prévu le 25 juillet. Les organisateurs de la Grande Boucle devraient annoncer le nouveau parcours dans les prochains jours. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce dossier, sur lequel nous reviendrons demain midi, bien sûr, et puis demain soir avec une édition spéciale du Journal des Alpes en commun avec nos confrères des Hautes-Alpes demain à 19h.
Justice avec un nouveau rebondissement dans l'affaire des disparus de l'Isère. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Grenoble vient en effet de décider la réouverture des enquêtes concernant la disparition de 2 enfants et la tentative d'enlèvement d'un 3e. Des faits qui remontent aux années 80. Joël Serroni. Les disparus de l'Isère, 10 affaires non élucidées dont les victimes sont toutes des enfants. 6 meurtres, une tentative de meurtre et 3 disparitions intervenues entre 1983 et 1996. À l'époque, on pense qu'il s'agit peut-être des agissements d'un tueur en série. Des moyens d'investigation complémentaires sont dégagés et en 2008, une cellule d'enquête spécifique est créée, son nom Mineur 38. En juillet 2013, ces travaux aboutissent à l'arrestation d'un homme de 37 ans accusé du meurtre de 2 fillettes. L'hypothèse du tueur en série est abandonnée. Un an plus tard, en novembre 2014, rien de nouveau dans les autres affaires. Le procureur de la République de Grenoble prononce alors un non-lieu sur les disparitions de Ludovic Janvier en mars 83, Charazade Bendouyou en 87 et la tentative d'enlèvement de Grégory Dubrulle, laissé pour mort en 1983. Une décision insoutenable pour les familles qui font immédiatement appel et dont la demande aboutit aujourd'hui avec la réouverture des enquêtes ordonnées par la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Grenoble. Et je vous propose maintenant d'écouter Maître Didier Seban, c'est l'avocat des familles des victimes que nous avons pu contacter aujourd'hui à Paris. Nous avions demandé à ce qu'on enquête sur les crimes qui ont été commis à Grenoble ou dans la région grenobloise postérieurement à ces disparitions d'enfants ou à cette agression contre Grégory Dubrulle. Et donc nous avions cité les noms des personnes qu'il fallait rechercher, sur lesquelles il fallait faire une vérification d'emploi du temps. Et la Cour d'appel nous donne raison en disant oui, ces investigations n'ont pas été faites, elles doivent maintenant être faites et elles doivent l'être rapidement parce que, évidemment, on a trop attendu dans ces affaires. Dans l'actualité, toujours, l'adolescent de 16 ans soupçonné d'avoir participé à la rixe qui a provoqué la mort par balle d'un jeune homme de 19 ans à Saint-Martin-d'Air, en Isère, sera présenté demain matin devant le procureur après 48 heures de garde à vue. Les précisions sur notre site alpe.france3.fr. Jour de fête aujourd'hui sur le versant italien du Mont Blanc à Courmayeur. On inaugurait ce matin et en grande pompe le flambant neuf téléphérique de la Pointe Elbronner. C'est l'alter ego italien du téléphérique de l'Aiguille du Midi. Un équipement de tous les records qui va certainement changer l'offre touristique dans l'espace Mont Blanc, d'où sans doute l'absence remarquée des élus de Haute-Savoie aujourd'hui. Fabrice Ligard, Didier Alban. Il y avait tout pour faire la fête aujourd'hui au pied du Monte Bianco. Du soleil, de la musique, un président du Conseil italien tout sourire de retour de Bruxelles. Tout cela sous le regard de Sommet qui n'avait jusqu'alors jamais été aussi près. Vous allez prendre des clients à Chamonix alors ? Je ne sais pas, j'espère quand même. Au moins on va diviser un peu. Oui, parce que là c'est différent clairement. Les guides du midi c'est autre chose. Mais c'est bien aussi de ce côté, on partagera je pense. Avec son téléphérique un peu vecchia scuola, traduisez vieille école, Courmayeur ne comptait jusqu'alors que pour un peu plus de 100 000 touristes par an, loin de l'année record de l'Aiguille du Midi de Chamonix, 800 000 en 2010. Mais avec cette Skyway Monte Bianco futuriste, la donne pourrait bien changer. Outre sa vitesse record, il ne faut désormais plus que 20 minutes pour rallier la gare de départ à 1300 mètres à la Pointe Elbronner à 3500 mètres. La principale innovation technologique de cette nouvelle Funivia del Monte Bianco, vous l'avez sous vos yeux, une cabine qui tourne sur elle-même à 360 degrés pour mieux apprécier l'étendue du paysage. On a réalisé un produit qui est à l'avant-garde. On a des cabines particulières avec le plancher qui est chauffé, les vitrages qui sont chauffés aussi, donc pour éviter les givres sur les vitrages. 80 personnes par cabine pour espérer transporter jusqu'à 300 000 personnes par an prochainement. Une goutte d'eau de plus dans le gaz explosif de relations franco-italiennes déjà chauffé à blanc par le dossier migrant. Nul n'ose y croire, pas même Matteo Renzi. C'est une œuvre qui parle de notre passé, mais qui parle aussi de notre futur. Pour ces raisons, nous sommes très heureux pour cet événement et je pense que nous n'avons pas de problème avec nos amis français. Il y a le monde qui peut venir ici et à Chamonix. Il ne s'agit pas d'être l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. C'est là la puissance de la montagne. Une puissance tout de même diminuée aujourd'hui par l'absence de tout élu au Savoyard.
Il est 19h13 dans le Journal des Alpes et nous accueillons Florine Heba pour la chronique solidaire Entre nous. Bonsoir Florine. Bonsoir. Alors on va rester en montagne, Florine, avec une très belle rencontre. Une belle rencontre, c'est ça, un vrai coup de foudre entre des petits Français en classe d'inclusion à Frangy, en Haute-Savoie. Alors les classes d'inclusion, ce sont ces classes de primaire dans lesquelles on intègre de jeunes handicapés. Alors ils étaient partis au Burkina Faso en 2014 pour y rencontrer des jeunes élèves d'une école de Ouagadougou. Aujourd'hui, le voyage se fait dans l'autre sens, du Burkina à l'Aiguille du Midi. Tout un programme et un vrai dépaysement. Regardez. Première sensation dans le téléphérique qui mène à l'Aiguille du Midi, au-dessus de Chamonix, entre 1000 et 3800 mètres d'altitude. Ces enfants viennent du Burkina Faso. Ils sont là suite à la visite d'une classe d'inclusion scolaire de Frangy. C'est Ernie, leur professeur, qui a organisé ce voyage en février 2014. Au programme, découverte culinaire, musicale, accueil dans les familles de la région de Ouagadougou. Un voyage exceptionnel pour ces élèves atteints de troubles cognitifs. Le handicap, c'est qu'une étiquette et qui est vraiment liée à un contexte particulier, à une culture particulière. Cette étiquette, par exemple, ils ne l'ont pas au Burkina. Puisqu'il n'y a pas d'handicap intellectuel, ça n'existe pas. Ces gens sont intégrés dans la société. J'ai envie de dire, c'est ce qu'on appelait autrefois chez nous le fou du village. À présent, c'est au Burkinabé de découvrir les Alpes par moins 3 degrés, des conditions plutôt difficiles qui finalement laissent place à l'émerveillement. C'est de la neige! C'est de la neige et nous on aime ça, la neige. Super cool! Super cool! Quand tu montes en hauteur, ça fait peur et en plus, si tu tombes, t'es mort. Au sommet du Mont Blanc, une découverte et des échanges entre les écoliers haut-savoyards et africains. Malgré la diversité de cultures, on a toujours quelque chose à apprendre. Voilà. Ils se sont adaptés, ils se sont adoptés. Et puis, je pense que le séjour se passe très bien. Ils sont gentils. Ouais. Et des fois, ils nous offrent des cadeaux. Ils manqueront. Ouais. Et voilà. Moi, je me souviens toujours d'une phrase qui a été dite par Albert Jacquard. Il faudrait qu'on cultive davantage l'art de la rencontre. Et je pense que ce projet, c'est vraiment ça pour moi. L'école devrait développer davantage l'art de la rencontre. Et je suis dans cette logique-là. Et voilà. Il n'y a pas de mots, je pense. Il faut le vivre. Le séjour des Burkinabés se termine le 25 juin. Malgré tout, des liens forts se sont tissés entre les enfants et les familles. Des liens qui n'effacent pas seulement les différences culturelles, mais qui placent le handicap au second plan. Voilà, le séjour de 2 semaines touche à sa fin. Aux dernières nouvelles, ils étaient en visite à Annecy aujourd'hui. Et puis surtout, chapeau bas au directeur de l'école de Frangy, Ernie Goetz, sans qui cette belle aventure n'aurait pas été possible. Voilà, des voyages dont on se rappelle toute sa vie. On va faire le point maintenant, Florine. Un point d'étape avec Olivier Belplane, qui est parti il y a quelque temps déjà faire un tour de France, lui, en Vélib. Oui, Olivier Belpam. Nous l'avions suivi en 2013 lors de sa préparation et le 1er juin dernier, il est parti pour faire 5000 km sur son vélo jaune, un vélo de la ville de Grenoble, direction Sisteron au départ, et puis il a longé la côte méditerranéenne, la côte atlantique et ces jours-ci, il est sur les côtes de la Manche et normalement, il devrait être avec nous en direct du Havre. Bonsoir Olivier, m'entendez-vous ? Oui, bonsoir Florine, je vous entends bien. Bon, je vous entends aussi. Alors, on a envie de savoir comment vous allez. Vous êtes parti depuis 23 jours. Vous en êtes où et comment ça se passe ? Eh bien, oui, après 23 jours de périple à travers la France, son contour, disons, ça va bien. Ça va bien, un peu fatigué après chaque étape, ce qui est normal. Mais sinon, le lendemain matin, quand je me lève, c'est reparti, comme pour aller au boulot, quoi. Ni plus ni moins. Là, voilà, vous êtes au Havre. Vous êtes au Havre, c'est-à-dire que vous en êtes tout de votre parcours à peu près ? Et ben là, j'ai fait un peu plus de la moitié déjà, et je suis effectivement au Havre. Demain à Dieppe, ensuite le Nord, et puis je redescends par l'Est. Sinon, oui. Est-ce qu'il y a des réactions sur votre parcours ? Est-ce que le public vous accueille ? Comment
Ah oui, il y a des klaxons de soutien, après même au feu rouge, ou quand j'arrive à mes étapes, des gens viennent à ma rencontre, enfin ils ne sont pas nombreux, mais il y a des curieux, et ils me demandent ce que je fais. Et lorsque je dis que je fais un tour de France avec un vélo de location, métro vélo, ils sont très très surpris quoi, de voir qu'on peut faire ouais. Est-ce qu'il y a des choses difficiles à gérer? Est-ce qu'il y a des choses difficiles à gérer pour vous pendant ce tour? Ça peut paraître un peu curieux, mais non, c'est assez fluide. C'est assez fluide. Je pars, je fais mon étape, j'arrive. Je trouve le souci, c'est l'hébergement le soir, mais jusqu'à maintenant, c'est assez. Non, ça se passe bien. J'ai pas de contraintes. Pour l'hébergement, ni de problèmes mécaniques. D'accord. Donc tout va bien. Retour prévu autour du 17 juillet. Hein. Vous êtes dans les temps? Non, je suis en avance même. Je suis en avance. Ouais. Je me suis permis le luxe de continuer après certaines étapes et de rejoindre l'étape d'après. Merci Olivier. Merci également à vous, Florine, pour cette chronique entre nous. Une autre initiative solidaire, justement, celle de Xavier Bertoni, ancien freestyler de l'équipe de France, qui s'adonne aujourd'hui à une autre passion, la moto, une passion qui l'emmène jusqu'à Madagascar, avec dans ses bagages des kilos de matériel divers et variés à destination de la population locale. Frédéric Lefrançois, Franck Serroni. On l'avait quitté ski au pied, affrontant des murs de glace dans les grandes largeurs sur de grandes hauteurs. Mais depuis un peu plus d'un an, Xavier Bertoni, ex-maître du halfpipe, avait complètement disparu du cirque blanc. On l'a retrouvé, il va bien et il ne s'est pas ennuyé. Son temps libre, il l'a mis à profit en effectuant entre autres un voyage à moto à Madagascar. Un trip d'une semaine pour le plaisir, mais pas que. J'ai fait un petit jeu concours sur Facebook et les gens ont vraiment joué le jeu. Les gens m'ont envoyé environ 35-40 kilos de fringues, de cahiers, de petits bonbons, de poupées, de fringues pour les petits. Ça a fait le bonheur des petits et des grands là-bas, c'était super à voir, quoi. Habitué à rider les domaines skiables et les snowparks, Xavier Bertoni a côtoyé un autre monde, sur cette île où les conditions de vie sont souvent très difficiles. Une expérience vécue à 100% et dont il a tiré de nombreux enseignements. Moi, ça m'apprend un truc, c'est de savoir se contenter de ce que tu as. On a toujours des objectifs, même dans le sport, de vouloir aller plus loin, mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis, j'en ai assez. Je pense que s'il y a un truc à apprendre de ce voyage, c'est de savoir se contenter et puis de se dire, j'ai pas forcément besoin de telle ou telle chose, quoi. Juste le sourire et le regard, ça fait beaucoup de choses parce que je suis pas malgache, je parle pas, il y a sûrement aussi des dialectes et on arrive quand même à se faire comprendre alors qu'on est au milieu de nulle part. Depuis son retour, Xavier Bertoni met un peu d'ordre dans les gigaoctets de souvenirs qu'il a ramenés de ce voyage. Mais d'ores et déjà, et qu'on se le dise, si vous le cherchez l'année prochaine, sachez que vous pourrez le retrouver au même endroit pour une nouvelle virée sous le signe de la générosité. Et on termine avec cette belle idée à la veille des grandes vacances d'été. Un ancien étudiant des Beaux-Arts d'Annecy a créé un album de coloriage, une sorte de carnet de voyage à destination des enfants, mais aussi des touristes de passage. Damien Borelli et Christian Mathieu. Nous sommes sur le canal du Vasset et on a une vue sur le pont des Amours et le Paquier qui sont des endroits emblématiques d'Annecy avec la vue sur le manège. Et, du coup, il m'apparaissait normal en fait de faire un dessin qui était dédié à ça, qu'on puisse éventuellement venir sur place et colorier en fonction de la saison et des couleurs qui se proposent face à nous. Paul Vervarde aime le dessin et Annecy, où il a vécu 5 ans. Après avoir croqué Belle-Île-en-Mer, cet ancien élève des Beaux-Arts de Saint-Étienne vient de réaliser un album à colorier avec les plus beaux spots de la cité aux Savoyardes. À chacun de mettre de la couleur dans ce carnet de voyage. J'aime bien l'idée de suggérer en fait Annecy, mais pas forcément l'imposer de façon un peu générale en fait, de pouvoir se plonger dans une idée de carnet coloriage et de pouvoir s'évader à travers Annecy sous une vision d'auteur en fait tout simplement. Publiés à compte d'auteur, les albums de Paul sont artisanaux, réalisés sur papier recyclé. Le concept, lui, est plutôt futé. C'est un livre où les feuilles sont détachables
Et on peut les envoyer telles des cartes postales, écrire un petit mot sympa à la famille, aux amis. Les enfants doivent bien aimer, mais je pense que les parents peuvent aussi, les adultes peuvent bien s'amuser en général à essayer de bien colorier et bien d'envoyer une belle carte postale. Must de la série, la célèbre Tour de Lille dans la petite Venise annécienne, l'album a déjà ses adeptes. Ça, c'est une très bien, une livre de dessin très bien. J'aime ça. Paul Vervaert démarche aujourd'hui les libraires et les hôteliers. Son album Annecy autour du lac est disponible sur son site www.lereportercoloriage.fr. Je vous rappelle enfin cette information. La montagne a commencé à s'effondrer au tunnel du Chambon en Isère. Le chantier a été interrompu, tout comme le trafic des navettes fluviales. Le site est désormais sous très haute surveillance, une situation qui inquiète fortement la population locale. Ainsi va l'information de votre région.